raison du confinement, beaucoup de professeurs et d'élèves ont utilisé des outils numériques comme Ma classe à la maison du CNED. Ces outils permettent aux professeurs de faire classe, comme on dit, à distance. Aujourd'hui, nous allons voir comment ces outils fonctionnent et surtout, est-ce qu'il y a des précautions à prendre. Bonjour Francis Hulin-Hubbard, vous êtes ingénieur de recherche en informatique au CNRS. Que ce soit au collège ou au lycée, l'actualité a obligé bon nombre de professeurs et d'élèves à utiliser l'enseignement à distance. En quoi cela consiste-t-il exactement ? Dans le cadre de l'enseignement à distance, l'usage de l'informatique permet à un professeur de déposer des fichiers ou des vidéos sur Internet, ce que nous appelons des contenus, pour que les élèves puissent les utiliser quand ils le souhaitent. L'outil numérique permet également de diffuser des présentations en direct et d'interagir avec les élèves en direct ou en différé. Les ordinateurs ou ensembles d'ordinateurs plus ou moins puissants sur lesquels on dépose les contenus, pédagogiques dans notre cas, sont appelés des serveurs. Pour offrir un accès simplifié et intuitif aux documents, on ajoute sur le serveur une interface, un site web. Les élèves pourront se connecter à cette interface via un programme installé sur leur ordinateur, leur tablette ou leur smartphone. Ce programme est appelé un navigateur Internet ou navigateur web. Vous utilisez un navigateur web la plupart du temps quand vous consultez des sites Internet. Les plus connus sont Firefox, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge ou encore Opera. Mais il en existe bien d'autres. Un auditeur ouvre quand il le souhaite un navigateur Internet et il saisit l'adresse du site auquel il veut accéder. On dit qu'il se connecte. Le site lui demande alors de s'identifier ou pas afin de lui donner accès au contenu et aux exercices préparés par son enseignant. Il faut souligner que les notions dont nous allons parler sont toutes au programme du collège. Vous parlez de se connecter. C'est effectivement une expression que l'on entend de plus en plus souvent. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, chaque machine dispose d'au moins une adresse numérique ou hexadécimale unique sur Internet qu'on appelle adresse IP. Pour Internet Protocol. Cette adresse est un peu comme votre adresse postale qui permet au facteur de vous adresser votre courrier. Là, elle permet à des équipements spécifiques, qu'on appelle des routeurs, d'acheminer les demandes des utilisateurs vers le bon serveur. Pour les rendre plus accessibles, ces adresses sont représentées par un lien, comme http://franceinfo.fr, qu'on appelle dans le jargon informatique des URL, pour Uniform Resource Locator. Ainsi, quand on demande à son navigateur web d'accéder au site internet de France Info, l'ordinateur va commencer par interroger un serveur de nom, qu'on appelle DNS, pour Domain Name Server, pour connaître l'adresse IP du ou des serveurs recherchés. Le principe est le même qu'un annuaire téléphonique. À un nom correspond une adresse. Une fois cette adresse trouvée, votre ordinateur y enverra une demande de contenu. C'est ce qu'on appelle une requête. En réponse à cette requête, le serveur vous donnera un accès au contenu demandé. Vous avez donné l'exemple de France Info, dont le site est effectivement http://franceinfo.fr. Certains sites sont donc accessibles en HTTP, mais d'autres le sont en HTTPS. Qu'est-ce que c'est au juste ? Afin de se comprendre, les ordinateurs et les serveurs utilisent un même langage et les mêmes pratiques regroupées dans ce qu'on appelle un protocole de communication. Pour accéder à des sites internet, on utilise donc les protocoles HTTP, Hypertext Transfer Protocol, et HTTPS. Le S d'HTTPS signifie Secure. La communication est alors chiffrée. On peut dire que c'est du HTTP sécurisé. Cela évite qu'une personne malveillante puisse consulter les données que vous échangez avec un site distant en les sniffant pendant leur transfert, c'est-à-dire en les capturant. Très bien. Mais des fois, lorsqu'on essaye d'accéder à un contenu Internet, on tombe sur une erreur. Par exemple, le fameux 404 not found. D'où cette erreur vient-elle ? Une erreur 404 signifie que le serveur a bien été trouvé et que votre navigateur ou votre machine parvient bien à communiquer avec lui, mais qu'il n'a pas trouvé dans ses fichiers le contenu auquel on souhaite accéder. Le problème peut être lié à une erreur dans le nom de la page que vous souhaitiez. Si l'URL est juste, cela peut aussi signifier que le fichier n'est plus disponible sur le serveur. En revanche, quand votre navigateur web vous dit qu'il ne peut pas contacter le serveur, c'est que vous avez probablement commis une erreur de saisie dans le début de l'URL ou que vous n'êtes plus connecté à Internet. Revenons à la classe en distanciel. Beaucoup remarquent que les accès au site sont parfois lents, surtout lors de l'envoi de devoirs ou d'exercices. Comment expliquez-vous cela ? Le réseau, c'est un peu comme de la plomberie. Tous les ordinateurs d'Internet, clients et serveurs, sont reliés entre eux par des canalisations, des connexions. Dans cette analogie, le fluide circulant dans les canalisations correspondrait aux données à échanger par le réseau. Plus la canalisation est grosse, plus la connexion est rapide. Les connexions permettant d'accéder au serveur sont généralement très grosses, mais elles sont partagées par tous les utilisateurs qui
qui disposent de connexions plus petites. Quand beaucoup d'utilisateurs sont connectés en même temps, la taille de la canalisation du serveur est partagée entre tous. Passé un certain stade, elle ne permet plus d'alimenter tout le monde correctement. C'est le moment où l'on voit des ralentissements, des images saccadées ou des pertes de son en visio. En visioconférence, pour améliorer les choses, certains protocoles permettent aux ordinateurs de se connecter directement entre eux sans passer systématiquement par le serveur. C'est ce que l'on appelle du pair à pair ou du peer-to-peer. Cela fonctionne bien, mais ce système dépend de la qualité de la connexion de tous les participants. Ensuite, en fonction des technologies employées, déposer des fichiers sur les serveurs est généralement plus lent que de les télécharger. Vous dites que déposer des fichiers est plus lent que de les télécharger. On aurait pu penser que la vitesse de transmission était symétrique. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Historiquement, la quantité de données envoyées était beaucoup plus faible que la quantité de données téléchargées. Par exemple, lors de la consultation d'une page web, on envoie seulement des questions au serveur qui répondent avec des pages internet, contenant potentiellement des images, etc. Donc, pour optimiser les coûts, les opérateurs privilégiaient la vitesse de téléchargement, le download, au détriment de la vitesse de téléversement, l'upload. C'est pourquoi le dépôt de fichiers est moins efficace. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui avec la fibre optique, pour laquelle les opérateurs offrent parfois des connexions dites symétriques, c'est-à-dire la même vitesse en téléchargement et en téléversement. Mais que peuvent faire les élèves lorsqu'ils sont confrontés à ces lenteurs? En ADSL, la vitesse d'accès à Internet est très dépendante de la qualité des lignes téléphoniques, de l'éloignement des points de distribution, qu'on appelle des DSLAM, et de la densité de la population. Ainsi, si vous disposez d'un forfait téléphonique mobile offrant suffisamment de données et que vous êtes sur une zone avec une bonne couverture, les connexions 4G peuvent être bien plus efficaces que la DSL. Dans mon cas, par exemple, à Vitry-sur-Seine, où la fibre optique n'est pas uniformément déployée, la connexion 4G de mon téléphone mobile m'offre une connexion environ 20 fois plus rapide que ma connexion ADSL. Pour finir, je voudrais revenir sur une notion que vous aviez évoquée au début, à savoir les interactions différées ou en direct. Pouvez-vous nous en dire plus? Bien sûr, il y a plusieurs manières d'interagir dans une classe virtuelle. En interaction directe, l'enseignant organise une visio ou une audioconférence, ou une visioclasse plutôt, au cours de laquelle il diffusera une présentation qu'il commentera directement ou une vidéo qu'il aura préparée. Les élèves connectés pourront, comme en présentiel, c'est-à-dire comme quand ils sont dans une classe traditionnelle, poser des questions et discuter avec leur professeur au fil de la présentation. En fonction de la qualité de leurs accès et de la méthode choisie par l'enseignant, les élèves pourront poser leurs questions de manière textuelle, comme sur un chat. C'est parfois plus simple pour structurer les réponses. Autre possibilité, l'enseignant peut réaliser une vidéo de sa présentation commentée que les élèves pourront consulter quand ils le souhaiteront. Nous sommes là dans une interaction différée. Les élèves écriront leurs questions sur un forum de discussion pour que quelqu'un, un enseignant ou un camarade, puisse y répondre. L'interaction est moins riche, mais cela permet de conserver un historique accessible à tous, des questions posées et des réponses qui auront été apportées. Merci Francis Hulin-Hubbard pour toutes ces explications. Et à tous, je vous dis à bientôt.